les coulisses du Pays d'Art et d'Histoire, un podcast proposé par le Pays Charolais-Brionnais. Bonjour, je suis Marie, bienvenue dans ce podcast dans lequel Thomas vous parle des missions du Pays d'Art et d'Histoire. Labellisé depuis 2007, le Charolais-Brionnais sensibilise les habitants, les visiteurs et le jeune public au patrimoine et à la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Dans cette deuxième année de notre podcast, nous recevons à chaque épisode un partenaire avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années, qui nous explique comment ils travaillent dans leurs coulisses et comment se matérialise le partenariat avec le Charolais-Brionnais. Bonne écoute! Thomas et moi recevons aujourd'hui Simon Belot qui travaille avec le Pays Charolais-Brionnais depuis plusieurs années, puisqu'il fait partie de l'équipe des guides conférenciers qui anime la saison des rendez-vous du Pays d'Art et d'Histoire. Bonjour Simon, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Simon. Tout d'abord, Simon, un grand merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Simon Belot, j'ai 42 ans. Que dire, je suis originaire du Brionnais. Je vis dans un petit village du Brionnais qui s'appelle Saint-Martin-du-Lac. Et c'est une région que je connais bien parce que j'y ai grandi. Donc voilà, je vis là où j'ai grandi et dans une région à laquelle je suis particulièrement attaché. Donc Simon, tu es guide conférencier, tu travailles pour le pays, mais pour d'autres structures. Mais comment on devient guide conférencier et combien de temps ça fait que tu exerces cette profession ? Pour ma part, je suis devenu guide conférencier avec un concours qui avait été ouvert par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, donc 2010-2011, qui consistait en une épreuve écrite de mémoire qui portait, je crois, sur l'évolution de l'architecture castrale, donc des châteaux en Bourgogne et en France, et après une épreuve orale. Donc là, on était mis en situation, on l'avait passé à Chalon-sur-Saône. Et pour l'anecdote, je me rappelle qu'on m'avait confié un morceau du rempart romain de Chalon. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit comment faire une visite guidée d'un morceau de rempart. Et ça s'était pas trop mal passé. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, par contre, c'est à l'université qu'on peut passer l'agrément de guide interprète national. Voilà. D'accord. La procédure a un petit peu changé. La procédure a changé. Maintenant, c'est dans le cadre des études universitaires. Et nous, on est plusieurs guides qui dans l'équipe du pays, on a passé ça dans l'ancienne formule du concours en réalité qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que tu as un autre métier en parallèle de ce métier de guide ? Oui, j'ai un autre métier, il en faut un. J'ai été guide avant mon métier actuel. Désormais, je suis professeur d'histoire-géographie en collège. Donc, je travaille au collège de Digoin, collège Roger Semet. Et donc, c'est largement mon activité principale. On va dire que l'activité de guide est une activité très complémentaire. Oui, les deux vont ensemble. Les deux fonctionnent ensemble parce que quand on est enseignant, on a des vacances scolaires. Et c'est vrai que l'activité de guidage, elle a souvent quand même... La plus grande partie, elle a lieu pendant les vacances d'été, donc ça permet aussi d'être disponible. Donc on va dire que les deux se complètent plutôt bien. Donc tu travailles avec le Pays d'Art et d'Histoire depuis de nombreuses années. Quel est l'intérêt pour toi de travailler avec le Pays d'Art et d'Histoire ? Ouais, je crois que je travaille depuis le début. Je crois que c'est 2009, je sais plus. 2007. 2007, voilà. Donc en tout cas, depuis la nomination du premier animateur, Aurélien Michel, oui, on travaille ensemble. L'intérêt, c'est justement d'avoir cette vision sur l'ensemble du territoire. Voilà, moi je l'ai dit, je suis attaché plutôt au sud, au Brionnais, alors c'est un tout petit territoire, mais c'est vrai que le Pays d'Art d'Histoire, il propose une vision globale, et c'est vrai que ça permet déjà de découvrir une région un peu plus large, et puis ça donne aussi beaucoup de sens en fait pour comprendre les spécificités de notre région. C'est une approche qui est plus intéressante, donc voilà, je trouve que c'est intéressant pour ça. Et sur le territoire, tu as d'autres partenaires avec qui tu travailles ? Essentiellement avec l'office de tourisme de Paray-le-Monial pour les visites du centre-ville et de la basilique. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des souvenirs qui t'ont marqué dans toutes les visites que tu as pu faire pour le Pays d'Art et d'Histoire ? Oui, il y a des souvenirs. Alors, il y en a peut-être un en particulier. Je crois que c'était au début. Je dirais peut-être 2010-2012. C'était la visite de la ville de Marcigny. Alors, Marcigny, on est au sud, on est dans le Brionnais. Au Moyen-Âge, c'était une ville très importante. Je dirais que c'est une belle ville qui s'ignore, Marcigny. Et c'était d'ailleurs le thème de cette visite. C'était sur les traces du patrimoine disparu de Marcigny. Et donc, il fallait essayer de faire comprendre l'importance de cette ville médiévale, avec un monastère clunisien, le premier monastère clunisien de femmes. Donc, c'était un lieu très important. Et donc, il fallait essayer de faire découvrir aux visiteurs cette histoire, ces vestiges très, très légers. Et ça a plutôt bien marché. C'est aussi un beau souvenir parce qu'il y avait beaucoup de personnes que je connaissais dans le public. Et c'était aussi, voilà, c'était assez fort pour ça.
Et puis, pour finir, il y avait eu un très bel article dans la presse qui avait relayé la visite. Donc voilà, tout ça fait que ça reste un très bon souvenir. Le challenge, faire visiter quelque chose qui n'existe plus, un public conquis, un peu mais exigeant quand même, et puis un bon souvenir avec cet article de presse. Donc ça reste peut-être un des plus beaux souvenirs de toutes les visites que j'ai pu faire pour le PH. Et c'est vrai que l'importance de ce prieuré de dames à Marcigny, qui est ignoré souvent par la population, entraîne quand même qu'on a des personnes assez illustres en fait, qui ont vécu et qui sont mortes à Marcigny dans ce prieuré. Je pense à Adèle de Normandie, par exemple, la fille de Guillaume le Conquérant. Oui, ben, c'est le problème, c'est qu'effectivement, quand on peut penser à Richelieu, qui est venu à Marcigny, parce qu'à l'époque, la Loire passait à Marcigny, on a encore la rue du Port à Marcigny. C'est vrai qu'on dit aux gens, il y avait la Loire, bon, oui, mais il y a la rue du Port. Ah oui, bah oui. Donc en fait, ça montre l'intérêt de l'histoire aussi de comprendre l'évolution de ces villes. Et puis aussi, l'important, je trouve, c'est pour les gens qui vivent à Marcigny ou dans d'autres villes dont on pourra peut-être parler, les premiers ambassadeurs d'un territoire, c'est les habitants. Donc quand on arrive à faire comprendre aux habitants l'intérêt du lieu, l'histoire, la richesse du lieu dans lequel ils vivent, c'est aussi important. Je trouve que guide conférencier, c'est pas simplement pour les touristes, même si bien sûr on les accueille avec plaisir, c'est aussi pour les habitants d'un territoire qu'ils en deviennent les premiers ambassadeurs, parce que l'enjeu est aussi ça, de conserver notre patrimoine, de le faire vivre, et puis que les gens y soient attachés, parce que si on n'est pas attaché, finalement, c'est un peu le début de la fin de la conservation des monuments. Donc voilà, c'est vrai que... Mais je ne suis pas sûr qu'à Marcigny, toute cette histoire soit très bien connue. Non, et j'en profite pour faire un peu de promotion. On a une enquête encore qui sera proposée cet été sur les traces d'Adèle de Normandie dans le prieuré des Dames à Marcigny. Ça te demande quand même une certaine agilité, ce travail de guide conférencier, parce qu'on a des visites très différentes quand même, entre une visite guidée, une visite nocturne, une visite à tort ou à raison. Les bocas balades, c'est pas forcément le même exercice, ou une visite sur un patrimoine qui n'existe plus, comme tu disais. Ouais, c'est sûr. Après, plus on fait de visites, plus nos compétences et nos connaissances s'enrichissent, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quand je prépare une visite, je la prépare plus du tout comme je la préparais il y a 10-15 ans quand j'ai commencé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai de l'expérience. Et en fait, même la façon dont je vais faire une visite, je la ferai de manière très différente, parce que autant au départ, quand on commence, va se baser sur des choses très concrètes qu'on va pouvoir montrer, à laquelle on va se raccrocher. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aime le plus faire, c'est vraiment raconter, mettre dans un contexte et donner du sens finalement un peu au-delà du seul monument ou de la seule chose que l'on a sous les yeux. Donc ouais, c'est complexe, mais je trouve que chaque nouvelle saison, les nouvelles visites que je prépare, les groupes aussi, les questions font aussi changer notre façon de faire. Et ben, elles enrichissent aussi enrichissent le discours et ce que l'on peut finalement offrir à notre groupe. Et c'est pour ça que moi, tous les ans, j'ai beaucoup de plaisir à reprendre cette activité parce que je me dis que c'est pas comme l'année d'avant. Finalement, c'est toujours un peu différent. Les visites ne sont jamais vraiment les mêmes. Ouais, on voit que tu es passionné et que du coup, le fait de pouvoir expliquer le territoire, l'histoire, permet de le comprendre aussi aujourd'hui. Bah, il y a un lien si on déconnecte. Bon, là, je peux prendre la casquette aussi de professeur prof d'histoire, d'histoire. mais non. Bon, j'ai été guide avant d'être professeur d'histoire. J'y tiens. Hein, c'est pas que j'aime pas mon métier, mais c'est un cursus différent aussi. Et ça permet aussi de comprendre que l'histoire, elle donne beaucoup de sens au monde actuel. Alors, c'est pas toujours évident quand on visite une église romane, le lien avec le 21e siècle. Bon, mais voilà, il y a un cheminement qui se fait qui est intéressant et qui permet de donner du sens. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans ces visites ou dans ma salle de classe, même si c'est forcément différent. C'est essayer de donner du sens aux apprentissages. Pourquoi on apprend ça, à quoi ça peut nous servir. Et dans une visite, c'est un peu la même chose. Parce que si je récite par cœur du vocabulaire d'architecture, bon, les visiteurs vont peut-être se dire, le guide, il était érudit. Oui, peut-être qu'il l'était. Mais finalement, qu'est-ce que je vais retenir? Qu'est-ce que ça m'aura apporté? Voilà, c'est pour ça que je dis, je trouve que ma pratique, en tout cas, elle a évolué depuis le début. Et peut-être que dans 10 ans, je me dirais que ce que je faisais aujourd'hui était peut-être pas terrible. Mais bon, on verra. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est de changer un peu sa façon de faire, je trouve, en tout cas. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu as une visite coup de cœur, une ou plusieurs d'ailleurs? Alors j'en ai plusieurs, c'est dur de choisir. Non, mais rapidement, allez, une que pour moi l'incontournable de l'incontournable, c'est Paray-le-Monial. Déjà parce que tous les étés, je fais visiter Paray-le-Monial. Non, je plaisante, c'est pas pour cette raison. Voilà, Paray-le-Monial, c'est une super visite pour les monuments, mais encore une fois, parce que l'histoire de Paray-le-Monial, elle rentre dans un contexte beaucoup plus large. En fait, on fait l'histoire de France, la puissance des ordres monastiques au cœur du Moyen Âge, la réforme protestante, la contre-réforme catholique, les pèlerinages du 19e siècle. Bref, il y a vraiment quelque chose qui sort de Paray-le-Monial qui a du sens bien au-delà de cette ville.
Parce que depuis bientôt 7 ans, j'enseigne pas très loin de Paray-le-Monial à Digoin, qui est une ville très différente, mais qui a une histoire aussi très riche. L'histoire ouvrière, industrielle. Digoin, c'est une ville avec 3 canaux, un pont-canal exceptionnel, des quartiers ouvriers voilà, qui racontent une autre histoire avec une église des années 1930. Donc c'est, on va dire, une architecture moins spectaculaire, mais qui a beaucoup de sens aussi, hein. Pour ceux qui ne le sauraient Ouais. pas, est-ce que tu peux préciser peut-être l'industrie qui s'est développée à Digoin? Ouais, bah c'est la faïencerie, donc c'est avec la guerre de 1870, lorsque l'Alsace est occupée par la Prusse puis l'Empire allemand, il y a la faïencerie de Sarreguemines qui déménage à Digoin et qui s'installe à Digoin parce qu'on a plusieurs canaux, qui est la voie de communication la plus utilisée à la fin du 19e. Et donc cette faïencerie se développe beaucoup jusqu'au début du XXe siècle. Il y a 1000 ouvriers à la faïencerie au début du XXe siècle, donc c'est une entreprise très importante. Et une entreprise qui va fonctionner donc en faisant venir une main-d'œuvre de beaucoup de pays européens. Il y a aussi là, sans faire de politique absolument pas, mais il y a aussi une réflexion sur l'immigration, hein, sur une ville qui a été marquée par l'immigration. Et donc voilà, on retrouve encore aujourd'hui beaucoup d'enfants qui sont deuxième, troisième génération. Et encore cette ville qui est vraiment marquée par cette architecture industrielle et ouvrière. Mais je trouve, bon, il y aurait d'autres villes, il y aurait Guignon par exemple dans la région. Patrimoine qui est encore bien mis en avant par l'Office de tourisme du Grand Charolais, notamment lors des événements Faïencez-vous qui font tous les étés, si je ne dis pas de bêtises. Et on en revient, à mon sens, à l'identité. Moi, je l'avais fait il y a quelques années avec mes élèves. C'est un niveau que j'ai plus, quatrième. Quatrième, on travaille sur la révolution industrielle et les élèves avaient construit la visite guidée de leur ville. Et j'avais trouvé ça super parce qu'en fait, les élèves eux-mêmes, en travaillant sur leur ville, avaient découvert l'histoire et les quartiers de leur ville. Et dans des lieux voilà, auxquels ils passent tous les jours, ils se sont rendus compte que voilà, c'était un morceau de l'histoire. Et donc, une nouvelle fois, on revient toujours un peu à la même idée, donner un peu du sens, Donner du sens, ouais, à ces visites ou à ces découvertes. Et puis, la troisième visite coup de cœur, parce que là, ça serait le Brionnais. Moi, forcément, ça serait partout. Non, si je dois un lieu, il y en aurait beaucoup, ça serait peut-être Semur-en-Brionnais, hein, la capitale historique. Et puis, une toute petite balade d'1 kilomètre. On part dans le creux de la vallée de la chapelle Saint-Martin, où on peut découvrir que l'art roman peut être très simple, mais très beau. Et puis, on gravit l'éperon. Là, on trouve le château de l'an 1000 et en face la très très belle église romane de la fin du XIIe siècle. Et là on voit que l'art roman, 200 ans plus tard, peut être très complexe, mais aussi extrêmement beau. Donc ça permet de voir une évolution aussi dans l'art roman à travers cette petite balade au cœur du Brionnais et de ces paysages quand même voilà, marqués par le bocage, vraiment très très beau paysage. Très bien. En dehors des visites du pays d'art et d'histoire, tu nous l'as dit, tu travailles beaucoup pour l'Office de tourisme de Paray-le-Monial. On peut te retrouver à quel moment sur les visites de l'Office ? Et on doit être une petite dizaine de guides, donc on se répartit les visites. Donc les visites de l'Office de tourisme, c'est à partir du mois de mai, juin, c'est les dimanches, 14h30, et puis après tous les jours de l'été, à 14h30. Donc moi, j'ai pas pris mon agenda et mes dates, mais bon, de toute façon, si c'est pas moi, c'est pas très grave. Les autres collègues guides sont je pense, aussi super. Donc voilà, en tout cas, donc c'est tous les jours à 14h30 à partir du 1er juillet. Sinon, jusqu'au 1er juillet, ce sont les dimanches. Et ça sera les dimanches au mois de septembre. Une visite de 2 heures. Et vraiment, je trouve que voilà, souvent les visiteurs, ils viennent parce que voilà, Paray a quand même une notoriété. Et c'est vrai qu'après la visite, ils disent, on pensait pas qu'il y avait autant de choses à voir à Paray-le-Monial. Donc c'est, je pense, une visite vraiment à conseiller pour les locaux aussi, pour tous les gens qui vivent pas très loin et puis finalement qui n'ont jamais pris le temps de découvrir Paray à travers sa basilique, le centre-ville et puis bien sûr le musée du Héron, le musée d'art sacré, qui clôt cette visite proposée par l'Office du tourisme. Et alors, quel public on peut retrouver dans les visites ? Alors, on a tout type de public dans les visites. Alors, on a quand même souvent un public plutôt un peu âgé, mais je pense que c'est important de dire que, voilà, tout public, on peut accueillir bien sûr tout public. On n'a pas forcément tout le temps des enfants, mais les enfants, ça fonctionne très bien. Et les enfants, en plus, déjà, on s'adapte à notre public, on peut réexpliquer, on peut utiliser d'autres mots, c'est intéressant aussi. Et puis les enfants, ils ont aussi leur regard d'enfant et c'est des fois vraiment intéressant, voire bluffant. On va avoir des questions d'enfants très très pertinentes parce qu'ils vont voir les choses différemment et puis peut-être ils ont aussi un peu moins de filtres que les adultes qui parfois peut-être hésitent un peu si le groupe est conséquent à poser une question. Donc je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur, quel que soit son âge, ses connaissances aussi. Il faut pas faire de complexe en se disant ça va être trop compliqué pour moi. Non, l'idée justement, c'est de s'adresser au plus large public, une nouvelle fois, des personnes qui sont de passage ou des personnes qui vivent sur le territoire. Voilà, je pense que c'est aussi le rôle du guide conférencier de s'adapter, c'est-à-dire de comprendre un peu qui est son public, essayer de sentir son public entre guillemets, et puis proposer une visite la plus adaptée possible, même si bien sûr, voilà,
ne peut pas adapter tout le temps, mais voilà. Et ça, je dirais, c'est l'avantage des visites que l'on fait de manière un peu plus répétitive. Pour le Pays d'art et d'histoire, ce sont souvent des visites qu'on fait une fois ou deux, où on est forcément un peu moins à l'aise, parce que même si on a préparé sa visite, voilà. Par exemple, à Paray-le-Monial, moi je sais que selon le groupe, très vite, je vais voir si je vais plutôt insister sur des choses. Et puis parfois, les gens en fait posent des questions et ça permet de parler de certaines choses, moins d'autres choses, mais c'est pas très important. L'objectif n'est pas de parler de tout, de toute façon, hein. L'objectif est de présenter un lieu, un territoire ou autre chose. Voilà. Ouais, donc on le redit, hein, tout le monde peut participer aux visites du Pays d'art et d'histoire et des offices de tourisme. N'hésitez pas. Pendant le podcast, à plusieurs reprises, c'est venu la question de la préparation des visites. Mais du coup, c'est quoi préparer une visite du Pays d'art et d'histoire ? C'est travailler. Non, c'est déjà, déjà, première étape, c'est la lecture, c'est-à-dire que les visites, elles sont quand même préparées par l'équipe du pays, hein. Nous, on est guide, on est là pour les transmettre. Donc c'est déjà, voilà, faire le tour, se poser la question, qu'est-ce que l'on connaît, qu'est-ce que l'on ne connaît pas, est-ce qu'il faut que j'aille chercher d'autres informations, est-ce que sur ce sujet je suis à l'aise, ou est-ce que là, peut-être qu'il faut que je creuse un tout petit peu. Il y a aussi bien sûr un repérage, c'est-à-dire qu'il faut quand même aller voir une bocabalade, même un lieu, hein. Si on ne l'a pas vu avant, c'est quand même compliqué de pouvoir le faire visiter. Euh, et puis après, tout dépend. Moi, je passe beaucoup par la lecture. C'est ma façon de mémoriser. Je travaille avec des stylos un peu à l'ancienne. Moi, c'est ce que je trouve vraiment intéressant aussi. Ces visites, elles me permettent de faire un petit challenge intellectuel, c'est-à-dire voilà, mémoriser, apprendre. Euh, Ce qu'on fait moins dans mon métier d'enseignant, où on apprend d'autres choses, mais les connaissances, on va dire, disciplinaires au collège, c'est pas maintenant que je vais les apprendre pour les transmettre à mes élèves, ou en tout cas pas forcément pour préparer mes cours. Alors que là, effectivement, on se met un petit peu en danger, il faut être capable de mémoriser, d'apprendre plus de choses et de les maîtriser. Il y a déjà une visite qui t'a poussé vers un sujet que tu n'aurais pas pensé explorer dans ta carrière ? Je sais pas, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Peut-être que si on reprend le patrimoine industriel, je pense que les premières visites que j'ai fait sur le patrimoine industriel, peut-être Guignon, il y a quand même longtemps maintenant, c'est pas quelque chose qui m'attirait beaucoup. Je pense, moi j'étais au départ plutôt, voilà, comme beaucoup, les églises romanes. Et, voilà, l'architecture rurale m'a toujours plu, peut-être le patrimoine industriel. Voilà. Il y a un domaine dont je ne suis pas forcément très fan, c'est tout ce qui est lié au château, et notamment parce que lorsqu'on fait visiter des châteaux, il faut maîtriser la généalogie. Et moi, j'avoue que la généalogie, ça reste peut-être le dernier domaine dans lequel j'ai vraiment du mal. Donc j'apprends, mais voilà, ça reste quand même un peu la corvée quand il faut être capable de présenter une généalogie sur quelques générations. C'est en tout cas pas les parties qui m'intéressent le plus. Donc quand ça intéresse moins, forcément, c'est aussi plus dur de mémoriser. La mémoire, elle fonctionne aussi par l'intérêt qu'on lui porte. Voilà, donc je crois que je me suis confronté quand même à beaucoup de domaines, peut-être presque à tous. Il restera peut-être la généalogie qui restera le dernier, voilà, le dernier bastion. Mais bon, Imprenable. Imprenable, je sais pas. Oui, je commence à douter qu'un jour je trouve de l'intérêt, mais pour autant, ça a bien sûr beaucoup de sens, hein, notamment quand on travaille sur les châteaux ou quand on travaille, comme vous l'avez beaucoup fait, sur l'histoire de l'élevage, hein, et des dynasties d'éleveurs en boucheurs. Ah oui, la généalogie, elle a beaucoup de sens. Donc, si on la maîtrise pas, c'est dommage. Mais bon, ça reste encore un peu une difficulté pour moi, je crois. Et une dernière question, hein, pour finir ce podcast. Est-ce que tu as un ou des conseils pour les personnes qui nous écouteraient pour mieux observer le patrimoine qui nous entoure ? Moi, je pense qu'il faut simplement être curieux, en fait. Il faut avoir envie de regarder, prendre le temps. Regarder aussi ce qui, parfois, ne présente pas forcément beaucoup d'intérêt, parce qu'on va tous regarder une très belle église, un très beau portail sculpté, mais une maison paysanne, même modeste, elle a plein de choses à nous dire si on commence à la regarder un petit peu. Donc, je pense être curieux, hein, la connaissance passe par la curiosité. J'ajouterais qu'on a la chance d'avoir beaucoup de documentation sur le patrimoine de la région. On a beaucoup d'études sur les églises romanes, sur les châteaux, sur les grandes familles, la généalogie bien sûr, sur l'histoire rurale. Donc c'est vrai que si on commence à s'intéresser un peu au patrimoine dans notre région, on a la chance d'avoir beaucoup de documentation accessible physiquement et puis accessible aussi intellectuellement. On n'arrive pas forcément dans des ouvrages de spécialistes. Donc voilà, nourrir sa curiosité peut-être avec les lectures qu'on peut trouver, assez facilement trouver. Je vais les citer, on a quand même une société savante, Mémoire Brionnaise, dans le Brionnais, qui publie un ouvrage d'histoire locale de manière régulière. Voilà, et puis peut-être le dernier point que j'ajouterais, ne pas hésiter à comparer, parce que je crois qu'on comprend bien la spécificité d'une architecture, d'un territoire en regardant ce qu'il y a autour. Et souvent, en regardant un peu ce qu'il y a autour, on comprend les différences de l'art roman bourguignon, des maisons paysannes, du charolais, du brionnais, et ça permet parfois de comprendre assez bien, c'est un peu l'idée du miroir, le miroir qui fait ressortir les différences. Donc j'irais curiosité, lire,
acquérir de la connaissance et puis peut-être regarder, comparer. Et je pense qu'avec ça, on a déjà pas mal de possibilités de comprendre. Et peut-être, dernier point important, ne pas chercher à tout comprendre. Pour moi, ça reste... notamment quand on travaille quand je fais visiter une église romane, parfois on a beaucoup de questions sur le sens qu'on peut donner à certaines choses, notamment par exemple aux représentations figurées, aux chapiteaux sculptés. Alors en tant que guide, on peut expliquer le sens de certaines choses, mais je dis souvent aux visiteurs, en fait, vous, qu'est-ce que vous ressentez face à cette œuvre? Et finalement, c'est la seule question qu'il faut se poser parce que tout n'a pas forcément besoin d'une explication. Il y a aussi le ressenti de chacun. Et c'est ça qui donne aussi de l'intérêt, je crois, à la conservation de ces bâtiments et à rendre vivant ce patrimoine. Puis un peu de mystère en tout ça fait Eric. Oui, bien sûr, un peu de mystère. Ouais, bien sûr. Et puis, ça serait triste de tout savoir tout le temps sur tout. Je pense que, bien sûr, il faut laisser un peu de mystère et puis toujours laisser la place aux hypothèses. C'est bien, les hypothèses. Ça donne du travail aussi aux historiens de l'art. Voilà, ça, c'était juste pour la petite... Non, mais voilà, je trouve qu'il ne faut pas chercher à tout savoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir et c'est sans doute très bien comme ça, tout simplement. Donc, avis aux amateurs, hein, si vous êtes passionné d'histoire, si ce podcast vous a parlé, si vous sentez l'âme d'un guide conférencier, vous pouvez contacter le Pays d'Art et d'Histoire qui pourra vous orienter sur le parcours en fait, à suivre pour devenir à votre tour guide conférencier. Et je me permets d'ajouter que c'est un besoin du Pays d'Art et d'Histoire de renouveler son équipe de guides. Donc, n'hésitez pas, on sera ravis de vous accompagner. Merci beaucoup encore une fois, Simon. Merci à vous. Vous pouvez retrouver la brochure des rendez-vous du Pays d'Art et d'Histoire de la saison 2026 dans les offices de tourisme, sur notre site internet et on fait régulièrement des publications sur les réseaux sociaux afin de tenir informé notre public. Voilà, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.